Bonjour à tous, je vous remercie d'être présents ce soir pour qu'on discute un petit peu tous ensemble de mon sujet qui est la lucidité terminale et un petit peu quelle est sa place en fin de vie et un petit peu qu'est-ce qu'elle vient dire à la fois de la conscience et aussi des prises en charge justement dans ces temps un petit peu particuliers, ces temps extrêmes là dont vous avez parlé juste avant. Donc moi je suis Marine Mutis, je suis une psychologue clinicienne et je suis doctorante au laboratoire Interpsy, donc à l'Université de Lorraine, donc dans le nord-est de la France, pour situer un petit peu. Voilà. Alors, je vais commencer d'abord par définir un petit peu le sujet, à savoir qu'est-ce que la lucidité terminale, parce que ce n'est pas forcément une évidence pour tout le monde. Parce que voilà, quand on parle de lucidité terminale, et bien finalement, ça englobe tout un panel d'expressions et de termes, parce que finalement, ce phénomène-là est maintenant reconnu dans la littérature internationale sous le terme de lucidité terminale, grâce à Michael Nam, mais on en entend parler de plein de manières différentes. Par exemple, dans la littérature, on peut retrouver le retour de la raison, ou encore la lucidité avant la mort, l'intervalle lucide, le regain d'énergie. Certains parlent aussi de l'épanouissement avant la mort, ou encore la lumière avant la fin du tunnel. On a la poussée pré-mortem, le rallye de la fin, voilà. Énormément de noms pour finalement un même phénomène dont on va parler là un petit peu plus précisément. Donc ce phénomène-là, il existe depuis un moment déjà. Il y avait déjà des rapports et des descriptions de cas de lucidité terminale depuis l'Antiquité, mais finalement les recherches n'ont été qu'assez récentes. Et donc c'est plutôt au XVIIIe siècle qu'il y a eu pas mal de cas cliniques qui ont été publiés par des médecins, notamment en Allemagne, en France aussi, et en Angleterre. Donc il y a cet intérêt qui a pointé, et les médecins surtout se posaient la question voilà, de cette lucidité terminale, de ce milieu de la fin, et un petit peu qu'est-ce qui pouvait venir provoquer ça, avec plusieurs hypothèses plutôt d'ordre biologique, également d'autres hypothèses un petit peu d'ordre religieux ou rattachant ça à l'émergence de l'âme. Après, finalement, à partir du 19e siècle, on remarque, du 20e siècle plutôt d'ailleurs, on remarque que ces travaux disparaissent petit à petit. Donc tout ce qui avait été amorcé au 18e, au 19e, voilà, avec énormément de publications qui ont été retracées, et ben, au 20e siècle, il y a vraiment une disparition. Donc au-delà des guerres mondiales qui ont pas mal occupé, ces sujets-là qui étaient considérés comme pas assez scientifiques et plutôt de l'ordre de la parapsychologie ont été un petit peu enterrés. Et il y a quelques cas cliniques qui réémergent, mais plutôt à la fin du XXe siècle. Et finalement, ça concorde avec la réémergence des travaux sur les expériences de mort imminente de Raymond Moody, qui a un petit peu relancé l'intérêt pour les phénomènes un petit peu paranormaux, et notamment au seuil de la mort. Donc, dans cet élan, dans les années 2000 et plus particulièrement en 2009, il y a Michael Nam, un Allemand, qui s'est penché vraiment plus en avant sur ce phénomène. Et alors lui, il a proposé tout un historique sur la lucidité terminale en essayant de retracer le plus de cas possible. Donc c'est lui qui a identifié énormément de cas cliniques au sein de la littérature et du 18e et du 19e. Et donc lui, il a vraiment fait un article extrêmement dense sur toute cette revue. Et c'est lui qui a donc posé le terme de lucidité terminale pour tenter un petit peu de regrouper toutes les appellations qu'il avait pu retrouver dans la littérature. Donc par la suite, avec son équipe, ils ont proposé plusieurs recherches un petit peu sur la lucidité terminale et sur ce que ça pouvait venir mettre en avant, souligner, et aussi la manière dont ça pouvait être accueilli par les proches et aussi les soignants. Et alors, depuis les années 2010 et jusqu'à aujourd'hui, et ça continue encore, on voit qu'il y a vraiment une multiplication des travaux et de la littérature et des cas cliniques sur ce phénomène. Il y a quasiment une publication tous les ans depuis quelques années, et maintenant même plusieurs par année. Donc, c'est vraiment quelque chose qui prend de l'essor, et j'ai envie de dire pour le mieux, puisque finalement, on ne connaît encore pas grand-chose malgré tous les cas cliniques qu'on a pu retrouver. Donc, c'est bien que la recherche se penche enfin sur ces phénomènes et que ça s'accélère au fur et à mesure. Donc, avec une petite synthèse de toute la littérature qui a été faite sur la lucidité terminale, on va tenter de proposer une définition un petit peu plus précise de ce qu'est la lucidité terminale. Alors pour cela, je vais être accompagnée ce soir par Marion.
qui est une psychologue que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Donc vous verrez qu'il y a plusieurs autres personnes qui vont m'accompagner et vous accompagner au fur et à mesure de la soirée. Et donc, elle m'a raconté l'histoire d'une dame qu'elle avait accompagnée et je trouve que c'était une bonne entrée en matière pour poser un petit peu ce qu'était la lucidité terminale et un petit peu les différents points qui viennent caractériser ce phénomène. Donc, en premier lieu, ce qui vient mettre en lumière, ce qui apparaît dans la lucidité terminale, c'est auparavant, il y avait vraiment la présence d'un état antérieur qui était altéré. Donc, il faut vraiment qu'il y ait eu une pathologie sous-jacente pour que la lucidité terminale puisse finalement émerger. Donc là, dans l'histoire de Marion, elle me raconte qu'elle avait eu l'occasion de prendre en charge une dame pendant plusieurs années suite à une chimiothérapie et que là, malheureusement, en plus de son cancer, la dame avait fait un AVC et donc cette année-là, le 1er décembre, cette patiente arrive à l'hôpital, est complètement aréactive et du coup, elle est placée en service avec un pronostic du coup assez négatif. Le deuxième élément de définition de la lucidité terminale, c'est que malgré cet état antérieur altéré, donc malgré parfois même des états d'inconscience, donc des personnes dans le coma, eh ben, il va y avoir un retour de cette conscience et un retour aussi de la clarté mentale. Voilà. Et donc finalement, là, Marion décrivait ainsi que le 13 décembre, donc une petite quinzaine de jours après l'arrivée de la patiente, elle reçoit un coup de téléphone alors qu'elle était en consultation dans l'hôpital. Et en fait, ses collègues la préviennent que la dame s'est réveillée pendant la nuit. Donc sa fille était à son chevet, elle a pu constater ce réveil. Et du coup, cette dame va demander à rencontrer Marion et à pouvoir lui parler et à faire des entretiens avec elle. Voilà. Ce qui nous amène doucement vers un troisième élément de la lucidité terminale, c'est le caractère assez inattendu, très surprenant et spontané de ce phénomène, puisque finalement, il n'y avait rien qui pouvait présager que cette dame allait soudainement sortir du coma et voilà, retrouver son état de conscience. Et donc, c'est quelque chose qui a pu surprendre à la fois les proches, à la fois les soignants, et voilà, qui a amené un petit peu cet état-là. Marion me décrivait que pour elle, c'était complètement fou, qu'elle avait eu du mal à croire au fait que cette patiente se soit réveillée, que c'était vraiment assez difficile pour elle et que même ses collègues, il avait fallu qu'elles en discutent entre elles et qu'elles voient cette dame éveillée pour vraiment ancrer cette situation dans la réalité, dans leur réalité. Et finalement, dans la lucidité terminale, pendant ce moment de regain de conscience, de regain d'énergie, eh ben, c'est aussi l'occasion d'une réémergence de facultés qui pouvaient être perdues, donc entamées par l'état altéré. Donc, c'est des personnes qui vont pouvoir à nouveau manger, vont avoir à nouveau envie de manger, ou vont pouvoir parler, vont pouvoir se lever, même pour certaines. Donc là, Marion me décrivait que cette dame n'avait plus du tout de douleur, qu'elle s'exprimait clairement, alors que juste avant son arrivée avec l'AVC, elle était devenue très désorganisée et très désinhibée dans ses propos. Et là, elle a pu s'exprimer vraiment de manière très posée. Et finalement, dans les entretiens qu'elle a eus avec Marion, elle lui a confié ses directives de fin de vie, ce qu'elle n'avait pas envie de faire auprès de ses enfants parce qu'elle ne savait pas trop comment leur en parler. Elle a pu en parler avec Marion, voilà, pendant ces quelques jours de lucidité qu'elle a eus. Et elle lui a confié un petit peu ce qu'elle voulait pour sa mort. Et ça nous emmène donc vers le dernier élément qui vient caractériser le phénomène de lucidité terminale, et ben c'est le fait que cet événement survient juste avant la mort, peu de temps avant le décès des personnes. En fonction des situations, on retrouve des durées qui peuvent aller de quelques minutes à souvent quelques heures, quelques jours ou même quelques semaines pour certains cas. Mais dans la majorité des cas cliniques qu'on retrouve, c'est quelques heures à quelques jours de lucidité. Donc là, Marion me décrivait que cette patiente était restée lucide pendant 3 ou 4 jours avant de finalement retomber dans le coma et de décéder encore quelques jours plus tard, donc en l'occurrence là le 24 décembre de cette année. Donc on voit que c'est sur une temporalité qui est quand même relativement courte, là où elle est arrivée un 1er décembre, elle s'est réveillée le 13 décembre, elle est retombée malheureusement dans le coma le 16 décembre pour décéder le 24. Alors, donc, tout à l'heure, je vous ai parlé des états altérés dans le cadre de la lucidité terminale. Donc, j'aimerais revenir un petit peu sur les différentes pathologies qui peuvent être associées à l'émergence de ce phénomène. Alors, quand on farfouille un petit peu dans la littérature, dans tous les cas qui ont été rapportés, on retrouve qu'il y a énormément de pathologies qui, du coup, peuvent entraîner des altérations et donc peuvent permettre de faire émerger la lucidité terminale. Donc, entre autres, on retrouve beaucoup de cas dans le cadre de démence, notamment la démence d'Alzheimer, avec de manière assez surprenante un retour de la mémoire dans ces cas-là. Il y a pas mal de cas de tumeurs cérébrales où les personnes vont du coup perdre beaucoup de facultés, la motricité, et ça va pouvoir revenir pendant l'épisode de lucidité terminale.
Donc on retrouve également les accidents vasculaires cérébraux, comme dans le cas de l'histoire de Marion, pas mal de lésions cérébrales suite à des abcès, à des traumas, des méningites pour certains cas un petit peu plus anciens, et énormément de troubles d'ordre psychiatrique, notamment des schizophrénies qui sont relativement anciennes et qui, à terme, donc, provoquent des altérations, notamment au niveau cognitif. Et dans les pathologies voilà, moins axées sur le versant neurologique, on retrouve des pneumonies, voilà, tout simplement, donc également des embolies pulmonaires, des insuffisances, que ce soit rénales, cardiaques, pulmonaires, toutes sortes de cancers également. On a pu observer de la lucidité terminale dans les cas de crise cardiaque. Bien évidemment, il y a aussi le vieillissement, simplement les personnes âgées qui vont décéder voilà, de multiples pathologies, mais liées surtout à l'âge. Et dans un cas assez ancien, il y a aussi eu une personne qui a manifesté une lucidité terminale dans un cas de mutisme ou également dans un cas de rage, quand c'était encore quelque chose qui existait. Donc ça, c'est pour les cas du 18e ou du 19e siècle. Alors ensuite, quand on parle de lucidité terminale, un petit peu de cette temporalité, du cadre dans lequel elle se manifeste, on se pose aussi également la question, est-ce qu'on peut influencer dessus? Voilà. Est-ce qu'il y a des facteurs qui pourraient permettre de la déclencher? Est-ce qu'il y a des facteurs qui pourraient au contraire la diminuer? Et donc, il y a plusieurs personnes qui se sont penchées sur ça, et notamment un auteur qui est allé explorer donc, dans sa clinique en Nouvelle-Zélande un petit peu auprès d'une dizaine de personnes qui avaient manifesté une lucidité terminale, ce qui avait pu participer à faire émerger, au contraire, à limiter ce phénomène-là. Alors, du côté des facteurs limitants, lui, il avait surtout trouvé que la sédation profonde pouvait être quelque chose qui pouvait limiter la lucidité terminale, dans le sens où, du coup, les personnes étant sédatées et parfois même sous ventilation, ça pouvait empêcher l'épisode de survenir. Après, bien évidemment, là se pose la question aussi de la nécessité d'une sédation et d'une ventilation dans certains cas. Donc voilà, lui, il pose simplement que ce serait une hypothèse, puisque finalement, il a remarqué qu'il y avait quand même une légère diminution des cas de lucidité terminale par rapport au nombre de cas qu'on pouvait retrouver au XVIIIe et au XIXe siècle. Et finalement, il s'est rendu compte que la différence entre cette époque-là et l'heure actuelle était peut-être aujourd'hui l'utilisation plus massive de sédation profonde. D'ailleurs, dans une autre étude, une équipe de recherche en Corée a remarqué que dans l'unité de soins intensifs, où du coup il y avait beaucoup plus de patients sous sédation profonde et sous ventilation, il y avait moins de cas de lucidité terminale. Après, il a également cherché du côté des traitements. Est-ce qu'il y aurait certains traitements qui pourraient limiter la lucidité terminale? Là, en l'occurrence, il n'a pas trouvé de traitement particulier qui pourrait empêcher la survenue de cet épisode, dans le cas où voilà, ça pourrait se manifester. Mais surtout, ce qui a été souligné par quelques études, c'est la difficulté aussi à reconnaître le phénomène de lucidité terminale, là où du coup parfois certains praticiens peuvent confondre ce phénomène-là avec d'autres manifestations, par exemple les délires en fin de vie ou certaines confusions, parfois liées aussi aux médications. Donc pour eux, l'important était plutôt de faire attention à la lucidité terminale et d'essayer d'y être attentif, de guetter un petit peu les signes pour ne pas la confondre avec autre chose et pouvoir s'en saisir lorsqu'elle survient. Et du côté des facteurs qui pourraient permettre un petit peu de faire émerger la lucidité terminale, alors ça, c'est encore vraiment sous la forme d'hypothèses à l'heure actuelle, mais des différents entretiens que j'ai pu mener, il y a plusieurs personnes, notamment des soignants, qui ont pu assister à un phénomène de lucidité terminale et qui m'ont rapporté que, à leur sens, il y avait peut-être certaines choses qui avaient pu influencer sur la survenue de cet épisode. Et là, en l'occurrence, eux me décrivaient d'être plutôt dans des attitudes de soutien, dans un regard positif, dans la communication finalement, donc d'être toujours en interaction avec la personne, même quand elle est peu répondante, si ce n'est dans le coma, c'était quelque chose qui avait peut-être pu participer à faire émerger l'épisode. D'autres disaient que c'était peut-être la présence de la famille ou d'autres personnes à leur chevet, qui rejoint un petit peu le point précédent. Et ensuite, certains soignants m'ont aussi parlé de pratiques qu'ils pouvaient avoir et qui avaient fait, ou l'épisode de lucidité terminale avait fait suite à ces pratiques-là. Et donc, en l'occurrence, on m'a parlé de massage, d'hypnose, qui avait été utilisé juste avant qu'en fait l'épisode de lucidité survienne. Donc ça pourrait peut-être être des pistes à creuser. Voilà, ça ce sera pour la suite. Alors, ensuite, la lucidité terminale, ce qu'il est aussi intéressant de savoir, c'est que c'est un phénomène qui survient, mais pas de manière si fréquente que ça. Quand on recherche un petit peu dans les études qui ont vraiment, qui se sont centrées sur la prévalence du phénomène, donc là, la première recherche qui a été faite en ce sens, elle est assez vieille, elle date du 19e siècle,
Et là, au sein d'un asile, Julius avait eu l'occasion d'assister à pas mal de décès sur une longue période, et il avait remarqué que 13% des patients avaient manifesté un épisode de lucidité terminale. Donc, ce qui n'est pas très élevé, mais ça laisse quand même l'occasion d'en observer. Et de manière plus récente, donc les deux études qui datent du 21e siècle retrouvent plutôt des chiffres relativement bas, donc avec 6% chez MacLeod. Donc après, il avait un échantillon assez faible, d'une dizaine de personnes, et 4% encore donc chez l'équipe de Kim, donc l'équipe coréenne, qui eux avaient un panel un petit peu plus large, mais voilà, qui n'ont pas retrouvé beaucoup d'épisodes de lucidité terminale. Donc, face à ces chiffres, on pourrait se dire que c'est un c'est un phénomène finalement relativement rare, mais en fait, quand on va observer du côté des soignants, donc de ceux qui sont vraiment du coup au contact des personnes en fin de vie tout au long de la journée et qui du coup ont l'occasion de croiser beaucoup de personnes, là les chiffres augmentent de manière considérable. Donc, il y a plusieurs études qui se sont penchées cette fois-ci sur le taux d'observation du phénomène de lucidité terminale. Donc, il y a quelques études qui ont été menées. Et là, voilà, on retrouve des chiffres qui vont jusqu'à 70%, donc ce qui est déjà beaucoup plus élevé. Donc, énormément de soignants là, qui ont pu assister à un épisode de lucidité terminale au moins une fois, donc sur 5 années de pratique, mais tout de même, c'est non négligeable. Et donc, les études suivantes retrouvent des chiffres moins élevés, mais quand même importants. Donc, 31% par la suite, 42% et même 65% encore pour une étude récente. Et finalement, quand on regarde également sur une seule année de pratique, donc certaines recherches ont restreint un petit peu la fenêtre, on retrouve quand même des chiffres assez élevés, donc avec 79% pour une étude et voilà, 33% pour une deuxième. Mais voilà, une fois encore, on remarque que c'est un phénomène qui a une vraie réalité clinique, et donc c'est un phénomène qu'il est important de prendre en compte parce que même si les patients ne sont pas si fréquents que ça, en tout cas en tant que soignant, en ayant l'occasion de fréquenter énormément de patients, on a l'occasion de rencontrer ce phénomène-là, cette situation-là, et généralement, du coup, elle interpelle parce qu'elle n'est pas si fréquente, mais quand même de fortes chances de la croiser à un moment. Donc c'est avec ce constat finalement voilà, de l'existence de ce phénomène et malheureusement d'un manque de connaissances, d'un manque de littérature, parce que même s'il y a pas mal de cas cliniques qui ont été recensés, en fait, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il existe une vingtaine d'articles scientifiques dans la littérature internationale qui abordent vraiment la lucidité terminale, donc qui se centrent uniquement sur ce phénomène-là, ce qui fait une littérature assez peu conséquente par rapport à d'autres sujets où ça va être le nombre d'articles qui peuvent être publiés dans l'année, si ce n'est dans quelques mois. Donc, avec ce constat-là, moi, j'ai choisi d'orienter ma thèse de psychologie clinique sur la lucidité terminale, donc avec le nom de projet de Lucideuil. Et donc, c'est une thèse qui est co-dirigée donc, par Renaud Évrard de l'Université de Lorraine et par Marie-Frédérique Baquet de l'Université de Strasbourg. Et alors moi, mon objectif, un petit peu mes problématiques de recherche, c'était d'explorer la lucidité terminale, mais sous un petit peu l'angle de ses répercussions. Parce que finalement, c'est un phénomène qu'il est difficile d'approcher directement. Il y a une fenêtre temporelle assez courte pour venir un petit peu explorer la lucidité terminale quand elle survient chez quelqu'un. Donc là, l'idée était plutôt un petit peu d'explorer quelle peut être l'influence de ce phénomène-là sur les proches et en particulier le processus de deuil qu'ils peuvent rencontrer donc, à la suite du décès de la personne, mais aussi quelle pouvait être l'influence de la lucidité terminale aussi sur les soignants et sur la manière dont ils prenaient en charge les personnes en fin de vie et également la manière dont ils prenaient en charge ces situations un petit peu exceptionnelles, donc la lucidité terminale, mais aussi bien d'autres phénomènes un petit peu paranormaux qui peuvent se présenter en fin de vie. Et de manière plus théorique cette fois-ci, je me suis aussi posé la question, quelle peut être l'influence de la lucidité terminale sur nos conceptions actuelles de la conscience, puisque finalement, ça vient remettre un petit peu en question l'idée que la conscience dépend uniquement du corps biologique, là où la lucidité terminale se manifeste dans des situations assez extrêmes pour le corps biologique. Et donc, là, je vais vous présenter un petit peu quelques pistes de réflexion, puisque mon travail est encore en cours, bien avancé, mais pas encore terminé. Et donc, un petit peu vous parler de ce que j'ai déjà pu retrouver au sein des différents entretiens que j'ai menés. Donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer une quarantaine de personnes, que ce soit des familles ou des soignants, un petit peu pour évoquer l'épisode de lucidité terminale dont ils avaient pu être témoins, et parfois même les épisodes dont ils avaient pu être témoins. Et ça va être un petit peu voilà, un retour sur tout ce qu'ils ont pu m'amener, sur ce qu'était pour eux la lucidité terminale et l'influence que ça avait pu avoir.
Et donc là encore, je vais être accompagnée par plusieurs personnes, donc vous aurez l'occasion de les découvrir au fur et à mesure. Donc il y aura toujours Marion qui sera avec nous. Il y aura aussi Paul, donc, qui est médecin et plus particulièrement chirurgien ORL, ainsi que Christine, qui elle est gériatre. Et on sera aussi accompagné de Anouk, donc, qui elle a vécu le décès de sa belle-mère, et Cédric, qui lui a vécu le décès de sa mère, puisqu'en fait il s'agit de la même situation, mais qui n'ont pas du tout vécu de la même manière. C'est d'ailleurs là le point intéressant, mais on aura l'occasion d'y revenir. Alors, en premier lieu, face à la lucidité terminale, il y a un petit peu les premières réactions dans les premières minutes quand la lucidité terminale se manifeste. Qu'est-ce qui se passe pour les personnes? Je pense que ça ne vous étonnera pas, mais très souvent, il y a beaucoup de surprises, beaucoup d'interrogations. Les gens se demandent ce qui se passe. On leur avait décrit un patient qui n'était pas qui n'était plus bien du tout, qui était vraiment sur la pente descendante, auquel on se préparait au décès, et finalement, la personne revient. Un petit peu, elle revient d'entre les morts, donc ça interroge beaucoup. En plus, il n'y a pas encore d'explication, pas forcément de termes. La lucidité terminale n'est pas un terme encore très utilisé. Parfois, on peut quand même entendre dans les services le terme de mieux de la faim ou de regain d'énergie, mais ce n'est pas forcément quelque chose que tous les soignants connaissent. Donc, par exemple, Anouk, qui elle avait perdu sa belle-mère, me décrivait que pour elle, c'était resté un phénomène assez mystérieux et qu'elle n'avait pas eu l'occasion de mettre de mots dessus dans l'instant et qu'elle avait été obligée de faire des recherches par la suite un petit peu pour comprendre ce phénomène-là. Voilà. Et donc, face à toute cette surprise, face en plus à cette absence d'explication, il y a vraiment une incompréhension du phénomène. Voilà. Elle, Marion, me disait que face à cette situation qui était la première pour elle, toute l'équipe était restée un petit peu interloquée et elle me décrivait que même les médecins ne savaient pas ce qui se passait. Là où d'habitude, les médecins représentent la figure d'autorité qui pose un petit peu le diagnostic, le cadre dans l'hospitalisation. Et là, finalement, personne ne savait ce qui se passait, personne ne pouvait poser de mots. Et là, les soignants comme les familles restent un petit peu en demande et en attente de quelque chose. Donc tout ça, ça peut bien évidemment être source de perturbations et de difficultés, que ce soit du côté des familles et du côté des soignants. Voilà. Donc là, c'est en l'occurrence Paul qui me racontait, il était dans son service assez tard en soirée, et il y avait pas mal de patients dont il s'était occupé, et en l'occurrence, un patient qui n'allait pas très bien, qui avait un cancer de la gorge, qui était vraiment en très mauvais état. Il me décrivait qu'il était passé dans la journée voir ce patient-là en chambre, que le patient était alité, ne communiquait presque plus, était vraiment extrêmement gris au niveau du teint. Lui, il sentait que c'était bientôt la fin pour cette personne. Et plus tard dans la soirée, donc il était encore présent et il décide de repasser voir un petit peu comment allait ce patient-là. Donc il me raconte qu'il entre dans la chambre, il en trouve la porte. Et là, par l'entrebâillement, il aperçoit une personne assise dans le lit qui était en train de manger, qui avait l'air d'aller très bien se porter. Et là, il referme finalement la porte et il va voir l'équipe infirmière. Il leur dit, écoutez, la prochaine fois, lorsque vous changez un patient de chambre, essayez de me prévenir parce que sinon, je vais passer pour un idiot à aller voir un patient qui n'est pas le bon. Et là, l'infirmière lui répond, mais écoutez, c'est votre patient, on ne l'a pas du tout changé de chambre, en fait. Voilà. Donc là, Paul s'est retrouvé face à un changement vraiment tellement inattendu et flagrant qu'il n'a même pas reconnu que c'était son patient qui, quelques heures plus tôt, était vraiment très très mal. Après, ce qui peut aussi être assez perturbant face au phénomène de lucidité terminale, c'est que certaines personnes vont hésiter à en parler par crainte d'un jugement. J'ai entendu plusieurs fois des personnes qui me disaient qu'ils n'avaient pas forcément beaucoup eu l'occasion d'en parler, par crainte de ne pas être crues, par crainte de ne pas être entendues, par crainte d'être discréditées aussi par ses collègues d'évoquer de tels sujets. Et en plus, finalement, il existe assez peu d'espace de parole ou d'information sur le phénomène qui pourrait aider à libérer un petit peu cette parole. Là où du coup Cédric, qui lui donc a vécu le décès de sa mère, me disait que à part à ses proches qui étaient présents lors du phénomène de lucidité terminale, il n'en parlait pas trop autour de lui, qu'il n'avait pas trouvé ces espaces-là finalement. Alors, ce qui est intéressant d'explorer un petit peu aussi, c'est quelle signification est-ce que les gens vont pouvoir donner à la lucidité terminale. Alors là, on retrouve différents camps. Il y en a certains qui se disent très cartésiens, très rationnels et parlent d'une mobilisation un petit peu du corps biologique, une espèce de dernière poussée des forces vitales de la personne. Donc il y en a plusieurs qui m'ont parlé de ça.
Pour certains, ça va être une manifestation un petit peu d'une dernière volonté de la personne. La personne a encore quelque chose à faire, quelque chose à dire. Voilà. Marion me disait qu'elle, elle rangeait plutôt cela du côté d'une pulsion de vie, et d'une belle pulsion de vie, à son sens. Et finalement, pour d'autres, il y a aussi une association du coup avec tous les phénomènes d'altération de la conscience, de modification de conscience, et aussi les phénomènes un petit peu moins expliqués en fin de vie. Voilà, là où Paul me disait que pour lui, il entendait vraiment la lucidité terminale comme une expansion de la conscience, comme quelque chose de cet ordre-là. Alors ensuite, donc, je me suis penchée un petit peu particulièrement sur que disent les soignants sur la lucidité terminale, un petit peu quel est l'impact que cette dernière peut avoir sur eux, comment est-ce qu'ils viennent un petit peu la ressentir et l'intégrer aussi du côté de leur pratique. Alors ce qui est souvent revenu, c'est que chaque situation est unique et c'est pas possible de planifier quelque chose ni de s'y préparer. Voilà. Donc c'est Catherine qui me disait que pour elle, même après beaucoup d'années d'expérience, il n'y avait pas de technique et que finalement l'idée était même de pouvoir se préparer à tout, qu'il fallait être prêt à qu'il se passe un petit peu tout et n'importe quoi, dont la lucidité terminale, et que c'était un petit peu sa manière d'accueillir ce phénomène. Et finalement, il y a aussi pas mal de réactions et d'interprétations personnelles. Voilà, on a parlé un petit peu des différentes significations. Chacun va être plus ou moins sensible à ces phénomènes. Certains vont pouvoir venir en parler, d'autres vont être peut-être un petit peu plus réfractaires à assister à la lucidité terminale. Voilà, donc c'est aussi chacun fait avec ses représentations, chacun fait comme il peut face à cette situation-là. On retrouve que très souvent, l'idée, c'est quand même de se préparer à accueillir vraiment un petit peu n'importe quoi, de pouvoir faire face. Et pour Paul, lui, il me disait que c'était un petit peu pour lui de l'ordre du lâcher-prise, de ne pas essayer de contrôler, de ne pas essayer de comprendre, et simplement en fait d'accepter que ça se produise, et en fait de pouvoir l'accueillir et voilà, de s'en saisir dans l'instant où ça venait se présenter. Et au-delà de tout ça, on voit que quand ça commence à être un petit peu récurrent ou quand ça commence à être parlé ou connu dans les services, la lucidité terminale peut même devenir un outil, en fait, un outil d'alerte. Une infirmière me disait, voilà, nous, quand la personne va moins bien, on s'inquiète, mais quand la personne va mieux, on s'inquiète aussi. Voilà. Donc, Marion me disait également que voilà, maintenant, dans l'équipe, pour elle, c'était devenu un des signaux d'alarme, et malheureusement un signal d'alarme un petit peu négatif, puisque c'était plutôt signe que la personne allait se dégrader. Donc finalement, quand la lucidité terminale se manifeste, ou quand il y a peut-être une suspicion, il y a une attitude de prudence et de vigilance qui est renforcée. Les soignants vont faire un petit peu plus attention. Ils vont guetter, ils vont peut-être se présenter plus souvent pour voir la personne, pour essayer un petit peu d'accueillir justement cette lucidité terminale si elle se manifeste. Et du coup, plusieurs m'ont dit que grâce à ça, ils avaient l'impression de mieux prendre en charge les personnes, justement en étant attentifs à tout ça. Et Catherine me disait d'ailleurs que à force, voilà, elle était beaucoup plus sensible, beaucoup plus alerte, et que du coup, elle préférait maintenant même se baser sur son expérience clinique pour savoir quand est-ce qu'une lucidité terminale pouvait se présenter ou même commencer à se présenter, et du coup, donc, de pouvoir s'en saisir et de pouvoir en faire quelque chose. Ça, on reviendra dessus un petit peu plus tard. Là, je me suis donc ensuite intéressée à qu'en disent les familles, donc de l'autre côté un petit peu du miroir, si je puis dire, parce que ça ne va pas du tout être le même vécu. Alors de leur côté, pour certains, ça va être l'occasion de retrouver la personne qui est beaucoup mieux, donc qui n'a plus cet état d'altération, qui va à nouveau pouvoir communiquer, dire des choses. Et donc c'est vraiment l'opportunité d'avoir des derniers échanges, de dire au revoir, de faire un petit peu un bilan de sa vie. Ça peut être l'occasion de choses assez positives. Donc là, c'est Anouk qui me disait que concernant sa belle-mère, elles avaient pu discuter. Elle lui avait même dit qu'elle allait partir, donc elle le savait, voilà, que c'était bientôt la fin pour elle. Et du coup, elles avaient pu avoir des échanges très intimes sur le fait que voilà, sa belle-mère avait été contente de la connaître, qu'elle était fière de la voir dans la vie de son fils, et que ça avait été voilà, pour elle un beau chemin de vie à ses côtés. Donc des choses très, très touchantes. Qu'Anouk avait encore d'ailleurs les larmes aux yeux quand elle m'en parlait 9 ans plus tard. Voilà, donc un moment très positif à investir pour elle. Là où, dans d'autres circonstances, malheureusement, la lucidité terminale va permettre l'émergence de faux espoirs concernant une rémission. On parle ici de faux espoirs puisque finalement la personne, comme on l'a vu tout à l'heure, malheureusement, décède après l'épisode de lucidité terminale. Et donc, en fait, il va y avoir un petit peu cet espoir d'une rémission, d'une guérison peut-être même miraculeuse, qui est soutenue en fait par le regain d'énergie, là où finalement cet espoir-là va être déçu et peut parfois donc entraîner des complications dans le deuil, dans le sens où il va presque y avoir une double perte, puisqu'il y a la perte de la personne une première fois avec la préparation au décès, qui est remise en question par la lucidité terminale, et finalement quand même la perte une seconde fois réelle, cette fois-ci avec le décès.
Et du coup, là, c'est le vécu qu'a eu Cédric concernant du coup le décès de sa mère, qui, elle, n'a pas pu lui parler du fait que, justement, elle sentait que c'était bientôt la fin pour elle et qui, au contraire, a investi ces moments en lui disant qu'elle sentait qu'elle elle allait essayer de tenir pour voir, donc, continuer à partager la vie de son fils et de son petit-fils qui était né il y a peu de temps. Et que finalement, d'ailleurs, même du côté du personnel, même l'infirmière, Cédric nous disait qu'elle croyait à une rémission miraculeuse et que c'était l'hypothèse qui avait été soutenue un petit peu donc, par l'équipe, par sa mère, en tout cas dans son discours auprès de son fils, et donc par Cédric lui-même. Et finalement, il décrivait qu'après avoir eu une telle, voilà, un tel espoir d'un miracle, eh ben, ça avait été un réel effondrement pour lui derrière, qu'il avait eu l'impression de perdre sa mère 2 fois, que ça avait été extrêmement compliqué pour lui et que c'était toujours difficile pour lui d'en parler, donc là encore 9 ans plus tard, voilà, et que ça avait été extrêmement compliqué de constater voilà, cette guérison miracle annulée, entre guillemets, et qui n'avait donc du coup pas eu lieu. Donc ça nous amène finalement à un point qui nous semble assez clé, c'est un besoin de transparence sur le parcours finalement, donc sur le parcours de la personne en fin de vie, dans le sens où on remarque là que la différence, ou en tout cas l'une des différences assez flagrantes entre ces deux situations, ou plutôt entre ces deux vécus, qui concernent d'ailleurs une même situation, voilà, ou que ce soit la mère de Cédric ou la belle-mère d'Anouk, voilà, c'était une dame qui était dans le coma et qui s'est réveillée pendant quelques jours pour communiquer du coup avec ses proches. Là, la différence clé, eh ben, c'est justement la transparence sur ce parcours de vie, là où avec sa belle-fille, elle a eu l'occasion de lui dire qu'elle sentait que c'était la mort qui approchait et qu'elle allait s'y préparer, et elles ont pu revenir dessus, et Anouk a pu du coup se préparer dans la continuité de ce qui était déjà le cas avant, au décès de sa belle-mère. Au contraire, Cédric n'a pas eu cette occasion-là, n'a pas pu investir ces moments-là comme de derniers échanges, mais au contraire comme quelque chose qui allait amorcer une rémission. Et ça, malheureusement, ça a été donc ça ne s'est pas produit de cette manière-là. Et là, par voilà, un manque de transparence, alors qu'il n'était pas possible pour la mère de Cédric, et on comprend tout à fait, mais du coup qui s'est aussi expliqué par le manque de connaissances sur la lucidité terminale, et ben, des mots n'ont pas pu être posés. Et il y a eu une complication du coup dans le processus de deuil qu'a pu faire Cédric à la suite de ce décès-là. Donc finalement, moi, ce que j'ai retrouvé pas mal dans la lucidité terminale et un petit peu dans tous ces entretiens, c'est qu'il y a quand même il y a un besoin de mettre des mots sur ce phénomène-là. Donc, que ce soit donc, du côté des familles et du côté des soignants, beaucoup m'ont dit que c'était vraiment important de poser ces mots, et donc de poser ces mots avec transparence, avec honnêteté, et donc d'être vraiment humble, que ce soit sur le fait que la personne allait se dégrader, et aussi sur le fait qu'on n'avait pas forcément beaucoup d'explications, ni même des termes. Voilà. Christine me décrivait ainsi qu'elle l'avait plus à plusieurs reprises exprimé à ses patients. On ne peut pas l'expliquer, c'est pas compréhensible d'un point de vue médical, donc voilà, même nous, on est un petit peu sans forcément de recours, mais en tout cas, on sait que ça existe, on sait que ça peut arriver, et au moins, voilà, on vous en parle. Paul, de son côté, lui me disait que c'était vraiment également très important pour lui d'être honnête avec les familles, que c'était important pour lui et pour les familles également, et d'être honnête sur le fait que ça n'allait pas durer. C'est vraiment un phénomène qui est temporaire, et donc pour essayer de limiter un petit peu les faux espoirs, les espoirs de rémission, de guérison que certaines familles peuvent avoir du coup face à la lucidité terminale. Et au-delà même de l'importance de poser des mots, donc de cette mise en mots, il y a même une mise en sens qui me paraît assez primordiale et qui est permise souvent un petit peu par cette lucidité terminale. Que quand on retrouve ces moments-là, quand c'est possible de les investir, quand il y a des mots qui ont été posés dessus, comme voilà, un petit peu une fenêtre, une parenthèse dans la fin de vie où c'est l'occasion d'engager une dernière fois des choses, eh ben, y a du sens qui peut être mis sur la mort, sur la fin de vie, sur le deuil, sur la perte, sur la préparation. Donc, il y a pas mal de personnes qui m'ont parlé du fait que c'était vraiment l'occasion d'engager des choses pour la dernière fois. Voilà. Marion me décrivait que cette dame qui lui avait confié ses directives en avait également profité pour convoquer les gens à son chevet, et elle savait exactement qui elle voulait voir et qui elle ne voulait pas voir. Et donc, elle avait donné des horaires de visite à ses proches, et elle avait vraiment fait le tour de toutes les personnes à qui elle avait envie de dire au revoir. Voilà. Une autre personne me racontait avoir eu le cas d'un épisode de lucidité terminale où du coup le patient en avait profité pour faire son testament de son vivant et léguer ses affaires à ses proches pendant ce moment-là. Donc c'est vraiment l'occasion
d'investir quelque chose, que ce soit des au revoir, un leg, une dernière fois communiquer avec ses proches, peut-être aussi terminer des choses qui n'avaient peut-être pas pu être finies. En tout cas, ces temps un petit peu suspendus juste avant la mort sont l'occasion d'engager des choses. Du côté des soignants, ils me disaient que c'était du coup extrêmement important pour eux, pendant ces temps-là, d'être attentifs à la personne, de pouvoir l'écouter dans ce qu'elle avait à dire, dans ses besoins et dans ses désirs, parce que c'était vraiment l'occasion de se saisir des choses à faire pendant ces derniers instants et que c'était très important d'y être attentif et d'aider la personne à pouvoir un petit peu réaliser ou dire les dernières choses qu'elle avait à faire. Christine me racontait qu'elle avait été extrêmement marquée par le premier cas de lucidité terminale auquel elle avait assisté. C'était pendant ses études de médecine. Elle était en service de réanimation, donc voilà, beaucoup de patients qui étaient dans des états assez critiques. Et finalement, donc un patient qui était dans le coma, en début de soirée, s'est réveillé. Et là, tout le service était extrêmement surpris. Et ce patient-là a demandé à sortir, simplement à aller dehors, à voir les arbres, le ciel, les nuages. Et du coup, Christine me décrivait que là, tout le service s'était mobilisé, s'était vraiment saisi de cet élan de vie, de ce moment-là, qu'ils l'avaient installé sur un fauteuil roulant, qu'ils avaient voilà, emmené les perfusions, et qu'à plusieurs, ils l'avaient simplement emmené sur le parking de l'hôpital, ce qui était déjà voilà, pas forcément autorisé, ni même voilà, beaucoup dans les protocoles, mais ils s'étaient dit, tant pis, il y a ce moment-là, il y a cette occasion-là, on va la saisir. Et finalement, ce patient avait pu rester dehors, donc avec eux pendant plusieurs heures, avait profité de l'extérieur. Ils étaient même restés une fois la nuit tombée pour regarder un petit peu les étoiles. Et ce patient-là était décédé assez tôt, le lendemain matin. Et en tout cas, l'équipe gardait un souvenir voilà, de cet élan-là, de cet investissement voilà, de vie, et l'impression d'avoir pu mettre en place tout ce qu'ils avaient pu. Et donc, finalement, d'avoir apporté la meilleure prise en charge qu'ils avaient pu à ce patient-là. Donc, beaucoup me disent que c'est vraiment, l'idée est vraiment d'accueillir et de profiter donc, de ce qui se passe dans le présent, d'investir ces moments-là, quand c'est possible, bien évidemment, mais vraiment de pouvoir en profiter pour faire des dernières choses. Peu importe ce que ces choses soient pour la personne, c'est important de les écouter. Donc ça pose la question voilà, de mettre des mots, de mettre du sens et du coup un petit peu d'accompagner ce phénomène de lucidité terminale puisque voilà, ces paroles posées, ces sens donnés, il faut que ce soit quelque chose qui soit accompagné, que ce soit par les familles et par les soignants. Donc déjà, un point important qui a été souvent rappelé, c'est parler de ce phénomène-là pour aussi un petit peu légitimer l'existence et légitimer du coup le vécu de ce phénomène-là. Anouk me décrivait que, dans ce qui concerne le décès de sa belle-mère, l'équipe n'était pas beaucoup au courant et qu'elle avait été obligée de faire des recherches sur ce phénomène-là pour un petit peu poser des mots, poser une explication. Alors pour elle, ça n'a pas été gênant, mais elle me disait que dans certains cas, notamment du coup pour son conjoint, il n'avait pas pu entendre du côté du discours des soignants que c'était quelque chose qui pouvait exister. Et du coup, elle disait que voilà, de son point de vue, les soignants devraient connaître ces phénomènes, que ce serait extrêmement important et que voilà, malheureusement, ce n'était pas encore forcément le cas. Parce que quand on est averti de l'existence de ce phénomène-là, même si ce n'est pas quelque chose qu'on peut prévoir, même si ce n'est pas quelque chose voilà, qu'on peut préparer, on peut l'accueillir et on peut du coup en faire quelque chose et en tout cas essayer d'amener vers l'investissement de ces instants-là. Voilà. Donc Paul me disait que les fois où il avait été témoin d'un épisode de lucidité terminale, il avait toujours cherché à inciter les familles, quand c'était possible pour elles, à communiquer avec leurs proches en expliquant que c'était sûrement la dernière occasion de le faire. Et pour lui, c'était vraiment pouvoir se saisir et il décrivait ça comme un beau cadeau pour les familles. Et donc, il les invitait vraiment à pouvoir profiter de ce beau cadeau-là. Et donc, on sent que c'est vraiment aussi porté par l'équipe. Donc de pouvoir investir ces moments-là pour les familles. Certaines familles vont le faire spontanément, mais d'autres vont avoir besoin d'être accompagnées et qu'on puisse voilà, également poser un petit peu des mots et ouvrir donc, voilà, à l'existence de ce phénomène et au fait que ça existe, ils peuvent en profiter et ils ont, voilà, ce n'est pas quelque chose qui dénote en fin de vie ou voilà, dont il faut avoir peur. C'est quelque chose qui est courant, qui arrive et qui arrive de manière quand même relativement fréquente en tout cas.
Et finalement, donc, comme on le retrouve chez Anouk, qui, elle, a pu mieux vivre son deuil, et ben, de pouvoir poser ses mots, de pouvoir mettre du sens, de pouvoir investir ces moments-là et d'être accompagné dans cet investissement-là par la famille et par les soignants, et ben, souvent, pour les proches, ça aide à être apaisé, et pour la personne aussi, très souvent, et par la suite à accepter que ce soit pour les personnes leur propre mort, parce que c'est aussi l'occasion de faire un petit peu ce travail de trépas, de parler de leur histoire, de revenir dessus, mais aussi donc de préparer le deuil pour les familles qui, du coup, voilà, vont pouvoir déjà en amont en parler avec la personne, peut-être comme pour Marion, parler un petit peu des directives, se préparer à ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir favoriser, ou en tout cas être une réelle aide pour le processus de deuil, en tout cas quand c'est quelque chose qui peut être parlé et qui peut être investi comme voilà, un moment d'échange, de communication et quelque chose de plutôt positif. Et un autre intérêt également de la lucidité terminale, c'est que finalement, ça vient poser des questions. Donc, ça vient poser pas mal de questions, et notamment au niveau des pratiques soignantes. Ça, je trouvais que c'était très intéressant de le soulever, parce que finalement, Marion me décrivait que, notamment pour certaines de ses collègues, ça avait été vraiment un choc d'assister à ce phénomène de lucidité terminale, et notamment de voir que cette patiente dans le coma, pendant 2 semaines, s'était finalement réveillée. Parce que là, ça avait été l'occasion pour elle de voir qu'il y avait une réelle bascule entre patient et objet, et que ça l'avait mise en lumière, et le fait que là, les patients étaient, en tout cas ceux qui n'étaient plus répondants, qui ne pouvaient plus communiquer, qui étaient aussi dans le coma, pouvaient voilà, un petit peu lentement être plus investis comme des objets de soins que comme voilà, encore des patients et des personnes à qui on va pouvoir s'adresser et avec qui on va pouvoir entrer en interaction. Et Marion me décrivait que voilà, une de ses collègues avait été très ennuyée et était venue la voir d'ailleurs en lui disant « Mais écoute, pendant la toilette, on discute entre nous, on papote entre nous, j'espère qu'on n'a pas dit de grosses conneries. » Elle lui a littéralement voilà, dit ça, parce que finalement, elle s'était rendue compte que la patiente s'était réveillée et avait pu parler un petit peu de comment est-ce qu'elle avait vécu son coma. Donc voilà, cette aide-soignante était très ennuyée en disant « Zut, voilà, j'aurais peut-être dû faire autrement » et du coup m'adresser à la patiente parce qu'elle était en fait encore présente. Donc il y a vraiment eu un petit peu cette bascule-là du côté de cette personne. Et Marion me disait que c'était très intéressant que la lucidité terminale vienne un petit peu comme ça questionner les pratiques et venir un petit peu faire réfléchir à nouveau les soignants sur voilà, pour qui est-ce qu'on fait les prises en charge et pourquoi est-ce qu'on les fait, et donc de continuer aussi à garder une interaction. Et c'est pas la seule à avoir souligné que ce phénomène-là était aussi l'occasion de remettre un petit peu plus la personne, le patient, au centre de la prise en charge et de remettre l'accent sur l'importance de cette prise en charge centrée sur le soignant. Voilà. Paul me disait, oui, toutes ces personnes-là, même si elles ne sont plus en état de parler, même si elles ne sont plus en état d'interagir, ce n'est pas des boîtes de conserve qu'on a en face de nous et elles peuvent revenir. Elles sont toujours là. Beaucoup de personnes m'ont dit que pour eux, la lucidité terminale venait signifier que la personne était toujours présente, malgré un corps qui pouvait être défaillant. La personne, sa conscience, était toujours présente malgré tout ça, simplement cachée derrière la maladie. Et donc, ça encourageait à promouvoir un petit peu vraiment une attitude de respect et de bienveillance envers tous les patients, peu importe l'état dans lequel ils peuvent se trouver. Et donc, ça nous ouvre évidemment vers une intégration possible de la lucidité terminale, que ce soit auprès du grand public, mais aussi auprès des soignants, parce que c'est un phénomène qui, je ne le répéterai pas assez, n'est pas encore très connu, et qui pourtant gagnerait à être connu, avec tout ce dont on vient de parler. Voilà, donc c'est l'occasion pour moi de faire un petit peu la propagande pour la lucidité terminale, je vais le dire comme ça. Et beaucoup de soignants et de familles également m'ont dit que ce serait important pour eux aussi, et qu'ils étaient d'ailleurs contents que des travaux puissent se développer. Donc déjà, il y a simplement une diffusion d'informations, qu'on soit un petit peu plus averti du phénomène pour le public, et tout public confondu. Voilà. Donc, par exemple, Christine me disait qu'elle avait envie de mettre en place des rendez-vous pour les familles qui avaient pu rencontrer le phénomène de lucidité terminale. Donc, par exemple, 3 mois après le décès de la personne, de recontacter les familles afin de voir un petit peu comment aussi est-ce que les personnes se sentaient au niveau du processus de deuil. Elle me parlait aussi également peut-être de mettre en place des personnes référentes dans ce genre de situation qui pourraient accompagner les familles et aider à poser des mots. Voilà, tout simplement. Après, de manière un peu plus spécifique,
Voilà, plusieurs m'ont parlé d'organiser peut-être des formations pour le personnel soignant, que ce serait vraiment une bonne idée. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve déjà dans la littérature concernant un petit peu de manière plus globale les expériences exceptionnelles en fin de vie, assez atypiques, dont on entend assez peu parler, et qui pourtant sont une réalité comme la lucidité terminale. Enfin, là, Marion me disait, voilà, déjà, si on pouvait savoir ce que c'était, on pourrait le réfléchir, on pourrait voilà, savoir poser des mots, pouvoir l'accueillir. Et ça, ce n'est pas forcément le cas dans toutes les équipes, même à l'heure actuelle. Et donc, on retrouve également du côté des familles comme du côté des soignants, et ben, c'est le besoin de développer des espaces de parole, voilà, des temps d'échange. Donc pour les familles, peut-être des groupes, donc l'occasion de parler un petit peu de tout ça. Du côté des soignants, plusieurs m'ont parlé un petit peu de pouvoir en parler en équipe, pas forcément d'avoir jusqu'à une supervision d'équipe, mais en tout cas d'avoir un dialogue libre sur ces thématiques-là, ce qui n'était pas non plus le cas dans toutes les équipes que j'ai pu rencontrer. Voilà. Donc il y a encore un petit peu de travail, mais ça va être notre travail à tous. Et alors pour terminer donc sur cette introduction à la lucidité terminale, on m'a du coup posé la question justement d'avoir travaillé sur la lucidité terminale, d'avoir rencontré un petit peu toutes ces personnes, en quoi est-ce que ça avait pu influencer ma vision du monde, puisque voilà, le Fonds Médecine et Conscience aime aussi travailler à la vision du monde. Je dirais que l'occasion, voilà, cette thèse, donc ça fait déjà 3 ans que je travaille sur ce sujet-là, c'est pas encore du coup terminé. Je pense qu'au cours de toutes ces années et toutes ces rencontres, ça a vraiment été l'occasion pour moi de cheminer, alors que ce soit d'un point de vue professionnel, mais aussi personnel, parce que finalement, il y a beaucoup d'éléments que les personnes ont pu amener concernant donc la lucidité terminale, mais aussi la fin de vie. Et je trouve que c'est vraiment des moments qui sont extrêmement riches et extrêmement enrichissants pour les personnes et pour les thérapeutes, parce qu'il y a énormément une personne me parlait un petit peu de fragments d'essentiel, et je trouve qu'il y a beaucoup de fragments d'essentiel dans ces moments en fin de vie. Et voilà, la lucidité terminale est une manière de se saisir d'un petit peu plus de ces fragments-là. Voilà. Donc ça a été pour moi un réel cheminement, et je pense que c'est quelque chose qui, moi, a aussi pu modifier mon rapport simplement, je dirais, à la vie, puisque quand on travaille sur son rapport à la mort, ça travaille sur son rapport à la vie, et que c'est vraiment quelque chose qui a ancré d'autant plus, je dirais, un appétit de vie, une envie de profiter de l'instant et d'accueillir un petit peu ce qui se passe, et pas que pendant la lucidité terminale, finalement, de pouvoir à tout instant accueillir tout ce qui vient, que ce soit des choses positives et des choses négatives, et en fait de les laisser venir et de les accepter dans ce que Paul disait, un petit peu une forme de lâcher prise, et pas forcément tout le temps chercher à comprendre, mais voilà, au moins à pouvoir s'en saisir. Donc je dirais que c'est ça le point particulier qui a pu évoluer donc, dans toute cette recherche-là. C'est ce qui m'apparaît le plus saillant dans ce cheminement-là. Et bien évidemment, ça a des répercussions pour moi au niveau professionnel, puisque à côté de ma recherche, j'ai une pratique hospitalière auprès de personnes donc, dans un service de psychiatrie, donc, ce qui n'a pas de rapport avec la fin de vie, mais ça reste des patients, et ça reste une pratique professionnelle qui a pu évoluer également avec ce cheminement-là, avec la lucidité terminale et toute cette, je dirais, cette ouverture à accueillir l'instant présent, si voilà, pour en faire une conclusion. Je vous remercie de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Je pense que je vais maintenant... Parfait, Marine. Merci, Marine. Juste avant qu'on vous propose de vous mettre en petite salle pour échanger pendant une dizaine de minutes et revenir vers toi avec des questions, donc on va proposer à nos invités de se mettre, on va les mettre en chambre 3 par 3, et puis ensuite, voilà, au bout de 10 minutes, ils reviendront pour poser des questions, mais tu en as déjà une. Donc tu pourras te préparer à y répondre. Y a-t-il des phénomènes couplés, lucidité terminale, NDE? Alors, est-ce que je réponds maintenant ou est-ce que j'attends? Écoute, non, tu peux répondre pendant que je prépare les salles, d'accord? D'accord. Alors, j'en profite pour dire, voilà, ceux qui seraient intéressés, j'ai mis quelques articles un petit peu essentiels sur la lucidité terminale, si vous voulez noter. Après, vous pouvez aussi, si vous avez eu le temps de noter mon adresse email, m'écrire. Moi, je les ai tous en stock, donc je peux vous les fournir. Alors, pour répondre à la question, il y a eu... alors, moi, j'en ai pas rencontré personnellement, ou en tout cas au cours de ma recherche,
mais il a été effectivement décrit des cas de lucidité terminale et de NDE, mais en fait, finalement, la lucidité terminale implique le décès. Donc, en fait, l'expérience de mort imminente n'est pas une expérience de mort imminente qui a duré, du coup, extrêmement longtemps. En tout cas, ce qui est souvent, par contre, décrit, notamment dans la littérature, c'est que beaucoup d'auteurs soulèvent un petit peu la ressemblance entre ces deux phénomènes du côté, du coup, de la conscience et un petit peu des questions que ça vient soulever. Et qu'il y aurait vraiment en fait une phénoménologie assez proche entre la lucidité terminale et les expériences de mort imminente. Voilà. C'est vraiment une conscience un petit peu particulière qui se manifeste dans des conditions biologiques extrêmes, même si les expériences de mort imminente ne se manifestent pas que en cas de mort ou de presque mort du corps, mais aussi dans d'autres contextes. Oui, il y a quand même un parallèle à faire entre ces deux phénomènes et il y a une connexion en tout cas qui est vraiment postulée et qui est une hypothèse pas mal soulevée et pas mal investiguée à l'heure actuelle dans le champ des recherches sur ces phénomènes-là. Voilà. Okay. Merci Marine. Alors, Moi, j'ai une question. oui. Donc, on a eu, on a eu un échange. J'ai oublié votre prénom, excusez-moi, mais une dame d'origine indienne. Et en fait, notre question, c'était est-ce que la lucidité terminale n'est pas cet état qui est recherché dans les cultures orientales comme évolution spirituelle, finalement, comme un état dans lequel il est bon de mourir quelque part et de passer à autre chose. Donc on pense à l'Inde, mais on pense au Tibet aussi, au Japon, où ils ont un rapport à la mort qui est tellement différent et tout un processus de calmer son mental et surtout d'avoir cet état d'extrême lucidité au moment du dernier souffle qui permet de traverser, de passer le bardeau, comme disent les Tibétains. Donc voilà la question dans laquelle on était, avec ce côté très point d'interrogation au niveau culturel, de dire que la façon dont on le voit maintenant est très teinté culturellement et peut-être que ça existe déjà. Donc voilà, merci. Alors oui, effectivement, c'est très juste. Ça existe depuis longtemps et c'est ce qu'on retrouve. Je pense que vous avez fait un très beau parallèle et c'est à rapprocher de ces états-là. Parce qu'effectivement, on retrouve, bah, vous avez parlé du bardo, effectivement, dans le bardo Todol tibétain et bouddhiste, on retrouve des mentions, ou en tout cas à un endroit, il y a mention du fait que des personnes qui étaient sur le point de décéder reviennent quand justement il y a eu tout un travail et qu'elles sont accompagnées pour un petit peu un dernier chemin avant du coup de décéder. Donc ce qui a pu être interprété comme certains comme un phénomène de lucidité terminale, en tout cas dans voilà, la lecture du texte. Donc oui, je dirais que ça se rapproche tout à fait de ces états-là, de rechercher un petit peu bah, le bien mourir, l'ars moriendi, et que c'est un petit peu voilà, un objectif, là où après voilà la lucidité terminale c'est quelque chose qui on se questionne encore sur le fait que ça puisse se déclencher ou non, donc effectivement peut-être que eh ben, des pratiques comme ce qui est énoncé voilà, chez les bouddhistes pourraient encourager ou faire émerger la lucidité terminale comme voilà, d'autres m'ont parlé du toucher, de l'hypnose, voilà, de certains exercices. Donc après, je pense que voilà, ça rejoint vraiment ces états-là. Mais la lucidité terminale, pour l'instant, de ce que ça donne comme idée, ça n'a pas l'air de pouvoir être vraiment contrôlé, ou ça n'a pas l'air d'être quelque chose de volontaire de la part des personnes. Un petit peu quelque chose qui se manifeste comme ça et qui en tout cas permet, oui, au moins quand c'est possible, d'avoir ces instants de lucidité vraiment assez extrêmes et donc de pouvoir mourir de manière plus apaisée que ce soit la personne elle-même et du coup les proches, et donc oui, de mieux mourir, d'avoir aussi un petit peu l'occasion de revenir sur bah, des besoins et même aussi des besoins spirituels qui sont souvent très présents en fin de vie, et donc de pouvoir un petit peu bah, au moins satisfaire et répondre à ces besoins-là, et donc de mourir apaisé et de mourir au mieux, comme ce qui peut être du coup amené du coup dans les traditions orientales, et je pense qu'ils ont une longueur d'avance sur nous de ce niveau-là. Marine, il y a une question qui rejoint celle que je te posais tout à l'heure. Que disent les malades? C'est Auguste qui demande ça. Que disent les malades eux-mêmes de leur lucidité terminale? Autrement dit, est-ce que tu
pense qu'il y aura des études qui vont vraiment être du côté de l'écoute du sujet et de son expérience? Alors, à l'heure actuelle, du coup, il n'y a aucune étude qui s'est penchée sur le fait d'aller rencontrer les personnes en épisode de lucidité terminale. Je pense que déjà, il y a une question technique. C'est assez difficile. J'ai déjà eu assez de mal à rencontrer des personnes qui avaient été témoins de ce phénomène-là. Donc, les personnes qui le vivent, c'est un petit peu compliqué. En plus, il faut réussir à se rendre présent à l'instant où la lucidité terminale se manifeste. Parfois, c'est quelques heures. Donc, ça peut être extrêmement compliqué. Et il y a aussi le côté éthique de telles recherches, là où, et ben voilà, dans ces derniers moments, est-ce qu'on a bien le droit, nous, en tant que chercheurs, d'arriver comme ça et de monopoliser un petit peu ce temps, là où, voilà, eux, ils auraient peut-être envie de l'investir autrement. Donc, pour l'instant, il n'y a personne qui s'est penché sur ce sujet de cette manière-là. Mais après, effectivement, oui, je pense qu'on gagnerait à s'intéresser à ce que ça fait à la personne elle-même, très clairement. Et donc, en tout cas, des différents cas qui ont pu être décrits dans la littérature et que moi, j'ai eu dans mon échantillon, bah, il y a certaines personnes qui sont conscientes d'avoir été malades, qui disent, voilà, je sais bien, il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Voilà, qui peuvent même identifier des choses qui ont pu se passer pendant leur état de coma. Il y a des personnes qui, du coup, très souvent, ça c'est beaucoup revenu, les personnes sont conscientes qu'elles vont décéder. Elles ont cette lucidité-là, justement, un petit peu cette méta-conscience de leur état et du fait que ça va être la fin pour eux. Mais ce n'est pas le cas dans tous les entretiens que j'ai pu mener. Et certaines personnes me disaient que leurs proches, par exemple, n'étaient pas forcément conscients de leur état et que du coup, ça avait été un petit peu difficile pour elles et qu'elles avaient pu être un petit peu perdues, justement, d'expérimenter une lucidité terminale, que tout d'un coup, voilà, elles étaient un petit peu revenues et que ça les avait déconcertées. D'autres m'ont décrit que la personne avait repris sa vie comme si de rien n'était pour finalement décéder. Voilà, une infirmière me disait qu'elle avait vu ainsi passer une patiente dans le couloir de l'hôpital et que cette patiente lui avait dit bah, je vais aux toilettes tout simplement et que voilà, elle n'avait pas été consciente d'avoir été au plus mal quelques heures avant. Donc en fait, ça dépend beaucoup des situations, mais voilà, il y en a qui ont du recul sur leur état et d'autres beaucoup moins. Certains sont conscients de cette mort à venir et du fait qu'il y a vraiment un épisode de lucidité terminale qui se manifeste après une maladie. D'autres voilà, n'ont pas conscience de cette maladie et pour eux, ils se sont juste réveillés après une sieste. Voilà. Une question encore, 45, on a encore un petit peu de temps, de Paolo qui remercie, mais il y a beaucoup de remerciements là sur le fil. Tu as fait référence dans ta présentation au délire de fin de vie. En quoi consiste ce phénomène et quelle est la différence avec la lucidité terminale? Alors du coup, les délires en fin de vie, c'est des choses qui sont souvent apportées par les soignants qui du coup bah, voilà, travaillent auprès des personnes qui vont décéder. Et voilà, c'est quand les personnes peuvent avoir de la confusion, peuvent ne pas être très bien. Et souvent, c'est des états assez inconfortables pour les personnes où voilà, parfois il va y avoir alors ça peut être des hallucinations, ça peut être énormément de choses. Et c'est là où justement il y a la question de comment distinguer les délires de fin de vie des phénomènes particuliers comme la lucidité terminale, comme peuvent l'être aussi les visions de personnes décédées au seuil au seuil de la mort. Et alors, du coup, bah, y a quand même des études qui sont penchées justement sur comment on distingue un petit peu ces états de confusion en lien avec la maladie, en lien parfois avec les traitements, voilà, où la personne peut être très désorientée, ne plus communiquer, être un petit peu délirante dans ses propos. Et bien très souvent, les soignants, eux, la grande différence qu'ils font, c'est que justement, ces délires de fin de vie, ça va vraiment être la personne, on sent qu'elle ne va pas être bien. Elle va manifester de la douleur, de l'inconfort, c'est vraiment quelque chose voilà, de très incohérent, que ce soit dans les propos, si jamais il y a des hallucinations, voilà. Donc c'est plutôt quelque chose de désagréable pour la personne et pour les proches d'ailleurs qui y assistent. Là où souvent, dans le cas de la lucidité terminale ou des visions donc de défunts, et ben en fait, c'est des épisodes qui se manifestent chez des personnes qui vont être beaucoup plus calmes, au contraire apaisées par l'expérience, réconfortées par l'expérience, et donc les personnes vont les décrire aussi de manière beaucoup plus positive et souvent vont pouvoir en parler. Mais il y a quand même du coup ce risque de confusion entre les deux phénomènes qui restent voilà, parfois difficilement distinguables dans leur manifestation. Trois questions, merci Marine. Trois questions. Est-ce que tu as constaté ou est-ce que tu penses qu'il y a des différences entre les services de soins palliatifs et les autres services de médecine autres?
Et est-ce que tu as approché ces services? Je ne sais pas ce que veut dire la question, mais enfin, et est-ce qu'il y a différents niveaux de communication pour les soignants? Ça, c'est un peu un premier. L'autre question. Deuxième, deux questions qui sont ressorties du temps commun. Y a-t-il un lien statistique entre lucidité terminale et NDE? Et est-ce qu'il y a plus de lucidité terminale suite à une NDE? Et enfin, est-ce que tu as entendu des cas de mourants qui disaient voir des âmes venir les accueillir? Alors, pour répondre à la première question, donc j'ai eu l'occasion d'avoir des témoignages de pas mal de services, donc des services de soins palliatifs, mais des soignants qui peuvent aussi travailler en gériatrie, en pneumologie, en neurologie, en oncologie. Et alors, je dirais que souvent, les soignants qui travaillent en service de soins palliatifs ou avec les personnes en gériatrie, donc souvent voilà, en fin de vie, étaient plus souvent avertis du phénomène de lucidité terminale. Mais ce n'est pas forcément tout le temps le cas, parce que par exemple, Marion, dont je vous ai beaucoup parlé, eh ben, travaille en équipe mobile de soins palliatifs, et pourtant, elle n'était pas avertie de ce phénomène-là, et ça ne lui est arrivé qu'une seule fois, et elle a été vraiment extrêmement surprise. Et pourtant, dans d'autres services, certains étaient au courant. Certaines familles m'ont même dit, mais ce phénomène-là, on le connaît, nos parents nous en ont parlé, nos grands-parents nous en ont parlé. Donc voilà, dans certaines familles, c'est vraiment connu, là où d'autres étaient complètement surpris et ne s'attendaient pas à ce phénomène-là. Donc, je dirais qu'il y a quand même une différence. Les soignants sont plus souvent avertis de l'existence du phénomène en soins palliatifs, ou en tout cas disent, ah bah oui, c'est le mieux de la fin, on en observe, mais voilà, sans forcément en connaître plus. En tout cas, il y a plus souvent de personnes qui m'ont dit, ah oui, mais je vois de quoi tu parles en service de soins palliatifs. Mais c'est pas parce qu'on travaille en service de soins palliatifs qu'on connaît forcément le phénomène. Ça, c'est sûr. Alors, deux autres questions. Le lien statistique entre, tu avais un petit peu répondu tout à l'heure, mais entre lucidité terminale et NDE, est-ce qu'il y a plus de lucidité terminale suite à une NDE ou pas? La question est intéressante. Je ne sais pas si elle a pu être traitée par des scientifiques. Et puis ensuite, la question sur les mourants qui verraient les âmes les accueillir. Alors, pour le pont entre lucidité terminale et NDE, effectivement, il n'y a pas de recherche qui s'est intéressée à ça, en tout cas dans le lien statistique. Là, en tout cas, ça ne me revient pas d'études qui auraient exploré un petit peu les antécédents des personnes qui manifestent une lucidité terminale. Donc c'est vrai que c'est pertinent comme question. Et ça pourrait être intéressant de creuser ça. Voilà, donc une nouvelle piste pour la lucidité terminale et les expériences de mort imminente d'ailleurs. Et après, dans le cas des mourants qui voyaient les âmes venir les accueillir, alors oui, ça c'est assez fréquent. Donc moi, j'ai pas eu beaucoup de retours sur ce phénomène-là, mais c'est une expérience de fin de vie qui peut se manifester. Donc en anglais, c'est les deathbed visions, donc les visions sur le lit de mort en fait. Et donc il y a des études qui ont été menées sur ces phénomènes-là, pas mal, donc notamment une équipe des équipes anglaises qui ont pas mal travaillé justement sur les expériences inhabituelles en fin de vie où se range et la lucidité terminale et ses visions. Donc je pense qu'il y a peut-être même plus d'articles sur les visions au seuil de la mort que sur la lucidité terminale. Et donc oui, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Les personnes peuvent voir des proches les accueillir. Donc très souvent, c'est des personnes décédées, des proches de la famille, des proches amis. Parfois, c'est aussi des figures religieuses quand il y a une croyance chez la personne. Parfois, c'est aussi des paysages un petit peu apaisants. Voilà, donc il y a pas mal d'études qui ont été faites et même des études interculturelles et qui remarquent que peu importe la culture, c'est des figures assez récurrentes qui viennent accueillir les personnes mourantes et qui effectivement les emmènent. Et il y a même tout un langage assez symbolique autour voilà, de partir en voyage, d'être emmené, d'être accompagné, qu'on vienne chercher les personnes. Ouais. Oui, très intéressant. Très, très intéressant. Et les questions et les réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou quelqu'un qui veut prendre la parole tout simplement? Oui, oui, moi. Oui, oui, Michel. Est-ce que je peux? Oui, Michel. Oui, Oui. ce ne sont pas des questions, ce sont des remarques. C'est pour ça que j'en ai pas fait. J'ai échangé là-dessus avec mon interlocuteur dans la salle. Le premier point, c'est la remarque, la lucidité pas terminale, elle existe, elle est bien connue dans des états extrêmes où les patients ne parlent plus, ou sont profondément troublés, dans les états démentiels, dans certaines psychoses, dans des états traumatiques.
Et tout à coup, le sujet parle et dit quelque chose d'extrêmement clair et pertinent. Et cette lucidité-là n'est pas suivie du tout de mort, ni à court terme, ni à plus long terme. Et je pense que là, il y a une très grande proximité avec ce qui est évoqué. Et voilà, ça c'est un premier point. Le second, c'est l'importance de se garder d'un piège qui était très apparent d'ailleurs dans plusieurs fois, vous l'avez souligné, c'est que la conscience serait quelque chose qu'on voit et qu'on entend, et que quand le sujet ne se manifeste pas, c'est-à-dire par exemple quand il est dans le coma, eh bien, il n'est pas, alors lucide sûrement, pas au sens où on entend là, il ne parle pas, il n'a pas les yeux ouverts, etc. Mais il y a une perception et des traces possibles, et même certaines, et donc cette lucidité, elle n'apparaît pas, elle n'est pas réservée à ceux qui se réveillent avant la mort. Voilà. Et là, il y a un piège et un risque. C'est donc ces deux points des états de lucidité brutale dans certains états qui ne sont pas précédés, qui ne sont pas suivis de mort, et d'autre part, cette question qui est quand même essentielle, comme ce que vous disiez en parlant de votre propagande, et là je trouve que vous avez bien raison, elle ne se limite pas à la mort, c'est cette histoire de la toilette des soignants qui disaient ce que j'aurais dit des conneries. Ben, il faut toujours être attentif à quelqu'un, même quand il est dans un coma profond, parce que la parole, il peut y avoir quelque chose d'équivalent, alors dans des états de lucidité, je dirais, transformés, hein, mais voilà, je pense qu'il est intéressant de ne pas limiter la lucidité à la fin, bien sûr, mais de l'étendre à l'absence de lucidité apparente et à des états qui ne sont pas préalables à la mort. Alors, pour répondre rapidement, ou en tout cas rebondir, il y a des chercheurs qui sont fait un petit peu la même remarque que vous, qu'il y a des moments de lucidité qui ne sont pas suivis que de la mort, et du coup, ils appellent ça de la lucidité paradoxale, qui englobe un petit peu toutes les formes de lucidité. Et d'ailleurs, c'est à l'heure actuelle un pôle de recherche aux États-Unis qui est financé. Donc, il y a des recherches qui continuent d'être publiées, même encore cette année, sur le sujet. Et il y a d'autres chercheurs qui, eux, s'étaient plus spécialement centrés sur la lucidité terminale, qui ont justement un petit peu repris l'idée, quelle est la différence entre lucidité terminale et lucidité paradoxale? Est-ce que l'un englobe l'autre? Et là où, du coup, il y a un petit peu en ce moment un affront entre les deux équipes, où ceux qui travaillent sur la lucidité paradoxale englobent la lucidité terminale dans leur phénomène, tandis que les chercheurs plutôt du côté allemand-autrichien exprime l'idée que la lucidité terminale se distingue vraiment de la lucidité paradoxale et n'est pas exactement la même forme de lucidité que celle qu'on peut retrouver, justement, toutes ces formes de lucidité aiguë dans d'autres expériences et aussi dans la démence, et qui aurait vraiment, dans le cas de la lucidité terminale, que ce serait vraiment un cas à part qui se chevauche avec la lucidité paradoxale, mais qui ne s'y résume pas, ne serait pas juste un cas de figure particulier, et que en fait cette relation temporelle avec la mort induit vraiment une lucidité particulière, et que ce serait vraiment un phénomène à part entière et qui aurait aussi des explications à part entière de la lucidité paradoxale. On voit bien en t'entendant, Marine, en entendant vos réactions, on est vraiment au début d'une observation, d'une vaste observation d'un phénomène qui se découvre, qui se dévoile à la fois dans les risques à faire des amalgames, et en même temps, c'est une exploration, et le champ est vaste, et tu nous l'as bien partagé. Marine, moi je te remercie parce que tu m'as... je sentais ta présence au sujet, pas seulement tu nous as amené de l'information, beaucoup d'informations, mais tu as dit avec beaucoup de pudeur que ça avait aussi eu des impacts sur ta pratique de clinicienne en psychiatrie, et ça, moi je trouve que ça me touche beaucoup, parce que je pense que de fréquenter le mystère de l'autre dans l'état dans lequel il est, quel que soit l'état dans lequel il est, ça fait quand même partie de notre humanité, et on a bien senti ton humanité ce soir.
Et j'ai encore le temps de faire une suggestion. Oui, 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 oui. La dernière suggestion. Oui, Marie. J'aurais bien voulu savoir si quelqu'un avait étudié qui sont les gens à qui ça arrive, leurs caractéristiques psychologiques de religion, de pensée, est-ce qu'ils sont croyants, est-ce qu'ils sont pas croyants, etc. Je pense que ça serait intéressant de voir un peu cet aspect de la chose. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Absolument. Absolument. D'investiguer. L'ensemble était très intéressant et je suis très contente d'être là. Alors, à la prochaine fois, Marie-Claire. À la prochaine fois, absolument. Merci, merci à tout le monde. Merci à Damien de ce travail merveilleux que tu fais pour nous tous. Merci à Marine, merci à vous tous et à vous toutes. Et passez une bonne fin de soirée. Merci à vous. Oui. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.